route là. Madame, mademoiselle, une nouvelle édition du kiosque avec la chère et tendre Nadia Dantilla. Bonsoir. Nadia Selkan, ça va bien? Ça va, merci. À ses côtés, le fringant Sémillant. Sémillant Daniel, Monsieur, merci. directeur de publication de. Enfin, un peu tout, quoi. Patron du progrès. Oui, le patron, j'aime du pas journal beaucoup. des progressistes. Enfin, bon, oui, on peut dire ça. Star de France Antilles, M. Gallion. Virgule, le retour. Le retour. Ah ouais. Ah ben oui, ça fait Ah ouais, plusieurs c'est pas sérieux ça. Hein? Ah bon? Vous vous engagez, dire. ouais. Vous vous engagez à participer à Moi, j'ai pensé à l'émission. quoi? Parce que l'ingénieur, il ne pense pas te l'inviter, donc j'ai pensé à quoi? C'est gentil. Ne vous excusez pas, vous n'êtes pas excusable. Ratez 2 kiosques à la queue leu. Bon, je vais pas. Il vaut mieux pas. Pégé, bonjour, comment ça va? Ça va, Eddie? J'essaie de Merci. retrouver mes esprits Merci d'être fidèle. après ces incartades verbales. De M. Gallion. Presque incartades. Merci d'être fidèle. Messieurs, un peu de marketing. Aïe. Oh là. Marketing. Ça commence mal. Ça commence Nathalie Josse, Martinique citoyenne. Ghislaine Joachim Arnaud, de Combat-Ouvrier, je ne sais pas le nom de sa liste. Comment ouvrier? Combat-Ouvrier, exact. José Cador, Mouvement des travailleurs et Peuple sans voix de Martinique. Écoutez bien. Serge Letchimy, Ensemble pour une Martinique nouvelle, ça tout le monde sait. Alfred Marie-Jeanne, Grand Assemblée pour réussir la Martinique. Yann Monplaisir, On nous bat pays en chance. Marcelin Nadeau, nous peuple là. Oui. Philippe Petit, La Martinique autrement et François Rosamond, Martinique gagnante. Sur le plan du nom, de l'étiquette, qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui sonne rikiki, qu'est-ce qui sonne... Monsieur, allez-y, vous êtes des observateurs de la chose politique, qu'est-ce que vous pensez de... Mais en tout cas, tout sonne dans le choix. même sens. Un changement, une unité et un changement. Moi, c'est ce que je retiens de tout. Comme avec du développement. dénominateur comme commun. Ouais. Et c'est bon, c'est des bons concepts, ça, c'est des bons... C'est une bonne idée, déjà. Ok. Beaucoup d'entre eux ont dans leur slogan le nom Martinique. Ok. Monsieur Gallion. Je crois que, bon, Daniel, je vais reprendre l'idée de Daniel Martinique, autrement gagnant, Gagnante, citoyenne, voilà. On peut faire une service avec ça. Exact. Bon, ça c'est un peu fort. D'abord, est-ce que tu penses que ça compte le nom donné à la liste? Est-ce que ça influence le lecteur? Ensemble Martinique Nouvelle, c'est resté, 5 ans après, c'était les régionales 2010. Ouais. Par contre, les autres ont changé, parce que la droite s'était rassembler la Martinique, ils avaient un bas payé en chance. Et du côté des patriotes, c'est plus patriotes et sympathisants. Patriotes martiniquais et sympathisants, ça devient rassemblé pour réussir la Martinique. Bon. Eddie. Ouais, bon, moi je trouve ça... Il reste sans voix. Je trouve ça très pauvre, globalement, en termes d'inventivité ou de créativité. Et je pense qu'il y a des efforts à faire. Je pense que ça témoigne du peu de crédit qu'ils accordent eux-mêmes à leur propre nom. Je veux dire, quand on vous demande de créer un nom, c'est d'abord avec une fonction d'identification. Parce que c'est bien ça, l'identité, ça passe d'abord par le nom. Et que vous dites, bon, qui m'a crié comme moi Marcel ou bien Paul ou bien Jacques, ça n'a pas une pièce d'importance, donc m'a crié comme moi Jacques Marcel. Je dis, il faut arrêter quoi. Je dis, soit on le fait pas. Mais on le fait pas chaque fois comme ça, genre à demi. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, hein, pour trouver. J'espère qu'ils sont à plusieurs, parce que si c'est les têtes pensantes de chacun des partis qui ont trouvé ce nom-là, ça augure. Mais il est féroce, ce Bajo. Hein? Il est féroce, hein? Je dis peut-être tout haut ce que les trois confrères pensent, ouais. et n'ont pas osé dire. Moi, je n'ai rien dit Je me du suis tout. sacrifié pour vous. M'a noté que j'ai pas d'avis sur la question. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Ce que j'allais dire, c'est que... J'ai vu que ça a été crescendo quand même. En fait, c'est plus qu'un nom, c'est un slogan. Ce sont des slogans. Ouais. Et normalement, c'est fait pour être identifié au premier son, au premier regard. Ouais. D'accord? C'est pas le cas. Là. Ce n'est pas forcément le cas. Enfin, ce n'est jamais le cas. Ouais. Voilà. C'est ça qui est dramatique. Donc on c'est est bien d'accord que... C'est pas une dénomination, c'est un slogan. C'est un slogan. Et un slogan peut pas être le nom de parti. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on leur dit, voilà ce qu'il faut faire, parce que nous, on en a besoin. Ouais. Je veux dire, tu vas pas tout le temps dire la liste Letchimy ou la liste Ouais. Marie-Jeanne. C'est ça. Il faut quand même qu'on désigne une liste. Ou même un parti. Un parti, ça a un nom. On va pas dire le parti de Sarkozy. On dit les Républicains. Donc ça a une fonction
très simple de désignation. C'est comme nos enfants, on nous demande de leur donner un nom pour les identifier, etc. Une voiture, etc. Mais eux, ils ne jouent pas le jeu, mais volontairement. Moi, Tu penses que c'est volontaire ou c'est par méconnaissance? Mais non, trouver des noms aussi ridicules, c'est volontaire. Parce que ridicule une fois. Mais si c'est pas de leur faute. C'est ridicule. Si c'est ça qu'ils peuvent faire. C'est encore Ah ben c'est bien ça m'a dit, hein. Si c'est ça le bail, je peux faire ça dramatique, non. Je peux faire que ce soit le résultat de leur capacité plutôt que ce soit le résultat de leur ridicule. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais j'explique pourquoi je dis que c'est volontaire. Parce que c'est la 35e fois. Chaque fois qu'il y a des élections de listes, en particulier au municipal, il y a des listes, et les listes ont des noms. Vous avez déjà vu les noms des municipales? Ouais. Il vaut mieux pas qu'on en parle ici. Ok? Les municipales, les régionales, les européennes, etc. Chaque fois c'est dramatique. Mais ce qui nous console, c'est que c'est exactement la même chose ailleurs. C'est exactement en France. Moi j'aime aller dans les quotidiens régionaux Dans les français. provinces. On critique allègrement France Antilles. On ne s'en prive pas. On ne sent plus. C'est un truc classique en Moins Martinique, ça maintenant fait partie des lieux communs. Mais lisez la presse régionale française, Absolument. mais c'est d'un dramatique total, quoi. Et chaque fois, je serai à la place de Galion, chaque fois que je me lève le matin, je serai heureux. Parce que là, c'est... Qui t'a dit qu'il ne l'est pas? Ah ben il est heureux. Bon, je présume qu'il est heureux. En tout cas, ses confrères, quand il lit ses confrères, notamment dans le groupe dont il faisait partie à l'époque, dont il fait toujours partie, Non, il n'y a plus de groupe. il n'y a plus de groupe. Voilà. Eh ben, je suis sûr qu'il était plié de rire tous les matins. On va anticiper. N'anticipez pas sur ce qui... Solidaire de mes confrères. Gabriel, tu es un faux cul. Bon, continue. Tu te rends compte que tu Avec un trait d'union. Oui, parce que je sais rien de ce que tu penses. Je sais ce que tu penses de beaucoup de collègues. Non. Et il parle, il a dévié sur les lignes éditoriales des journaux. c'est plutôt Non, la pas les ligne- lignes éditoriales. sur la base, Le ton général. Non, le ton général. Mais revenons à notre mouton, l'appellation des listes. Celui qui gagne, il va vous dire, malgré vos critiques, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est sûr. D'accord. Quand on regarde bien ces listes-là, ceux qui ont changé de nom, c'est ceux qui avaient perdu derrière régional ou autre. Celui qui a gagné, il a gagné son nom. Très bonne Cependant, observation. c'est que Très bonne Ce qu'on observation. peut reprocher à beaucoup de ces listes, et à toutes ces listes, c'est qu'en général, quand on a un sigle, c'est plus court à utiliser qu'un truc rassemblé. Moi, ensemble pour une Martinique nouvelle, j'ai pris du temps à la retenir. Ensemble pour une Martinique. Ah non, j'ai pris du temps. PMM, est-ce que c'est un PNL? Rien dit. PMN, c'est nul. Hein. Extra nul. RPRFMAN. Oui. C'est de l'allemand. Nous peuple là, ça fait ça. Ouais, nous peuple là, c'est bon. Nous Nous peuple là, peuple là, c'est ça. Voilà. c'est mieux, c'est Il y mieux. en a qui ont fait dans la simplicité et radicalité. Martinique gagnante, Martinique citoyenne, la Martinique autrement. C'est un truc à les mêmes belles. Combat ouvrier. Non, il n'est pas connu, non. Il faut qu'on non, un nom de pas liste, ouvrier. c'est pas un Non, c'est nom de pas liste. un nom de liste. C'est comme la liste de Canard, c'est pas un nom, c'est la liste d'un mouvement qui va créer sa liste. Bon, mais je suis passé à autre chose. Très simple aussi. Le budget des Outre-mer est de 2 milliards, 18 millions d'euros, soit 1 million de plus que le projet de loi de finances 2015. Soit 2 milliards de moins que le chiffre d'affaires du groupe Bernard Arriette. Oui, pour faire de la saison. Le budget, Mais là, c'est une constante, hein, donc on va dire. le budget du Conseil, le budget du Conseil général pour 2015, 697 137 254 euros. Plus 3% par rapport à 2004. Le budget dont dispose le Conseil régional, qui n'a pas encore voté ce budget, est de 397 millions. Ce qui fait que la CTM aura 900 millions d'euros. Si on additionne comme ça. additionne comme ça. Si on fait ce genre Ouais, d'addition. mais là, c'est sur les budgets 2015. La CTM va partir sur la base des budgets 2016, ils vont pas encore voter. Oui, on ajoute un petit 20 millions. Ça va dépasser le milliard. 1 milliard 2. Deuxième chose, les 2 milliards 01 dont tu évoques, c'est pas le budget des Outre-mer. C'est le budget du ministère. Le ministère, absolument, oui. Voilà. Il n'y a pas les fonds européens Parce et que tout ça. le budget, Mais est-ce que ça fait beaucoup plus le les budget fonds qui est européens? dédié à l'outre-mer, les sommes, on est à plus de 30 milliards. S'il faut additionner armée, éducation nationale, police, recherche, tous les postes ministériels de la République française ont une enveloppe Bonne qui sera observation. dégagée pour l'outre-mer. Qui représente environ 10%
du du budget global de l'État. Voilà. Or, l'outre-mer, Alors l'outre-mer pèse 3%, Voilà. 3% de la population. Voilà. Ok. C'est pour ça que Bercy, en général, ils aiment bien réduire, renier, Autant diminuer, qu'ils peuvent. enlever, voilà. Très bien. Bon, c'est bien. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Ça swing, hein? Alors. Non, j'ai remarqué simplement que j'ai écouté M. Joc du MEDEF Martinique qui commence déjà à se plaindre de la réduction des exonérations de charges des entreprises d'outre-mer. Oui. Qui a été oui. décidé par Qui a le été- ministre. Oui, Voilà. mais qui Qui a été est présenté, compensé voilà. par ailleurs par. Bon, on va pas entrer dans le truc chinois là. Voilà. Monsieur, une Bon, étude. c'est tous les ingrédients à l'aéro pour Oui, chaque oui. année, vous Une respectez, étude. bien sûr. Monsieur, Bien sûr. une étude détruit le mythe de la fourmi travailleuse. Ah, Les 225 insectes Il nous fait la- suivis, vous avez compris que c'est un travail en laboratoire, suivi par un laboratoire de l'Arizona, américain, Non. peu importe qui c'est, on s'en doute. les 225 insectes suivis ont révélé quatre catégories dans la fourmilière. Celle des puéricultrices, 34 fourmis, celle des ouvrières travaillant hors du nid, 26, celle des généralistes faisant un peu de tout, 62, et enfin celle des oisives, 103. Ah ouais. Les fainéants. Ne faisant rien de leur temps ou presque, quelle que soit la période du jour ou de la nuit, on les observait. On les observait pendant à peu près un mois. Ouais. Nous là, il va faire. Alors voilà, c'est très intéressant. Ça remet en cause toute la... Mais tu ne serais pas en train ferai la d'essayer. chute. Oui, Je ferai la chute. oui, c'est là. Il y a une tentative, à mon Attendez. avis, de comparaison. Laissez-moi continuer, messieurs. Ouais. Faut pas nous chercher. Vous me mangez tous mes effets, alors quoi je sais. Alors, Non, non, mais alors, l'oisiveté pourrait donc en fin de compte être une activité comme une autre. C'est faux. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Ali? Je suis oisif. Tu as une fonction? Oui. Oui, oisif. Nous ne sommes plus nombreux que ceux qui travaillent. Toutes les études d'entomologie s'intéressant aux tâches actives sont biaisées, puisqu'elles oublient que près de la moitié de la population, qui est des insectes en général, qui est la référence pour organiser la société, c'est-à-dire le travail, les usines, etc., ça donne à une spécialité importante, le farniente. Alors, d'abord, les 53 000 chômeurs que nous avons, ils ont une fonction. Voici la chute. Comme dans la fourmilière, ils ont une fonction, ils sont honorables. Et il y a une fonction dont on ignore les ressorts, qui un jour apparaîtra. Et de toute façon, on ira de plus en plus à les avoir et à les maintenir. c'est une question ou c'est une Comme ça, c'est une boutade. Ce n'est qu'une boutade, mais j'aurais préféré qu'ils aient du travail. Sauf que, Pour arrêter de rigoler. voilà. Ouais. Sauf que la différence entre les fourmis et les chômeurs, c'est que je présume, je ne sais pas parler le langage fourmi, je présume que les fourmis sont oisives par choix ou par gène. On ne sait pas. On parle de On ne sait génétique. pas hein. encore. Justement, alors, parle de génétique. l'étude émet plusieurs hypothèses, parce que c'est trop long pour avoir des fourmis. Tandis que les L'émission. chômeurs, me semble-t-il, pour la plupart d'entre eux, sont oisifs par obligation et par dépit. Ils aimeraient bien ne pas être oisifs. Oui, c'est très possible. C'est certainement vrai. Je ne sais pas comment fonctionnent les fourmis, moi non plus je ne parle pas. Tu ne parles pas de fourmis. Mais ces 103 fourmis qui oisivent, si ça se trouve, elles concourent à l'équilibre général. C'est l'une Et des elles sont- hypothèses scientifiques. Elles sont peut-être le vivier en cas de manquement de Non, chacun des autres. non, pas du On pose tout. pas de fourmis. Alors, cette hypothèse est balayée parce que tu peux avoir une alerte, tu peux avoir, Elles restent oisives. d'autres fourmis à esclavagiser, elles restent oisives. This is not my job, tu vois. C'est notre vie, C'est alors. passionnant. Messieurs, Il y a quand même un impact. Hein. Tu faisais le lien. Je vais essayer de ne pas dériver en quelques secondes. Autant une fourmi oisive qui se met à travailler, ça peut avoir un impact sur la fourmilière. Un déséquilibre. Un chômeur, vous savez très bien qu'il y a des études qui indiquent très clairement que le coût du plein emploi pour une société serait catastrophique. Vous savez ça. Mais j'attendais que tu... Mettons tous les 50 000 chemins sur les routes, sur l'autoroute de la TSCP et Alors là, tout, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour les transporter, etc. Ouais, c'est ça, la dure réalité. Les écoles, les voitures, etc. le transport. Messieurs, la France est un pays de race blanche. Pour qui ne saurait pas, parce que ça occupe vraiment... Paraît-il. Je peux presque en parler, mais enfin, on va essayer de faire un peu d'humour avec ça. L'eurodéputé Nadine Morano, les Républicains, on parlait d'appellation de parti, les Républicains, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, a parlé samedi soir, l'autre samedi, de la France, un pays de race blanche, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché de France 2, soutenant
que pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut garder un équilibre dans le pays, c'est-à-dire sa majorité culturelle, race culturelle. Nous sommes un pays judéo-chrétien, boum. Le général de Gaulle le disait, référence historique, oiseuse, de race blanche qui accueille des personnes étrangères. Et j'ai envie que la France reste la France et je n'ai pas envie que la France devienne musulmane. Quand on a demandé les Antillais, elle a dit les Antillais, d'accord, ils ne sont pas blancs, mais ils sont français parce qu'ils sont sur On peut pas faire territoire. Voilà. Non, allons-y ce qu'elle a dit. Très bon. Ils ne sont pas blancs, mais ça n'empêche pas qu'ils sont français puisqu'ils appartiennent au territoire d'outre-mer. La France est un pays à majorité de race blanche, judéo-chrétien. Dans son ouverture universelle, c'est sa grandeur d'accueillir des personnes venant d'autres pays, a-t-elle encore dit. Une question. Il y a des musulmans blancs, oui. Ah, alors voilà, j'allais y venir. Une question. Oui, bon. Okay. Oui, il y en a qui se battent d'ailleurs. Voilà. Voilà. Les musulmans blancs. La majorité, si on doit entrer sur ce même verbiage, la majorité des musulmans du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, Proche-Orient, sont de race blanche. Ouais. Elle est terrible la Morano. Si on exclut les Indonésiens, oui. Parce que oui, bien sûr. Ouais. Je voulais simplement rappeler que l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. Notre ami Gabriel vient de prendre un risque majeur avec les extrémistes de Marine Le Pen et puis les amis de Nadine Morano. Il vient de dire que les peuples d'origine sémite sont blancs. Et là, ils sont... Tu mènes une vie dangereuse. Là. Attention, tu mènes une vie très dangereuse. Il y a une quarantaine d'années, avant qu'on arrête de parler de race, et qu'on disait, il y avait des types. Le morphotype blanc. C'était le Méditerranée dedans. Ouais. Oui. Le sémite est dedans. Oui, je t'arrête. J'ai entendu un humoriste qui expliquait qu'il n'y a pas d'hommes blancs, il y a des hommes roses. Ce qu'on dit est qu'un homme jaune, en fait, qu'il est blanc. Et quand on parle de peau rouge, il est brun. Et puis, qu'il n'y a pas de noir, il ne connaît que des marrons. C'est pas de moi. Enfin bref, non. Je crois qu'il y a eu surtout la réaction de la députée de La Réunion et Cabaret à l'Assemblée. Oui, alors justement, donnez-moi à chacun une réaction qui vous a plu, sérieuse ou pas. Elle a fait la réaction qui était attendue. L'Assemblée, c'est elle, femme, et en disant, moi, député noir, je ne me reconnais pas dans la France que définit Mme Morano. Ouais. Et je crois qu'elle a remis peut-être, le débat il doit être, parce que bon, Mme Morano a montré peut-être, en insistant tous les jours sur ses propos disant je retire rien, j'amplifie même. Il faut dire qu'elle a mis des couches. Je crois même qu'elle a même sorti récemment, si c'est pas c'était hier ou aujourd'hui, la France est un pays de race blanche comme le Congo est un pays de race noire avec des blancs. Donc il y a des noirs en France. En France, c'est un pays de race blanche avec des noirs. Oui. Ah oui, au Congo, c'est un pays noir avec des blancs. Ouais. Elle va continuer à accumuler. Est-ce que vous voulez qu'on continue à commenter ça? Elle met le pied dedans. Alors, il y a quand même quelque chose il y a une petite information qui vous a peut-être échappé parce que je l'ai eu aujourd'hui. Le père de Nadine Morano est originaire d'Ouganda. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, ça va. Où il est né d'une mère. C'est un blanc ou un noir? C'est un joke. J'ai lu sur 10 sites, sur 10 journaux. Ça fait. Ah, mais sur 10 sites, je l'ai vu. Alors, c'est un fait qui tourne. On a parlé, par contre, de son père qui a été. Sa mère était fille de maçon. Et son père était, je ne sais pas où il est, elle est une petite condition vivant dans l'Est. Voilà. Oui, bon. Ça n'empêche pas de dire cette origine ougandaise, c'est du Ça n'empêche pas de dire l'économie. Mais alors, il y a beaucoup de journaux qui l'ont repris. Dans les élections, ça devient feignant. On va reprendre beaucoup les choses. La problématique. Bon, laisse tomber. On va quand même suivre ça. Non, tu demandais que chacun ait une réaction sur les réactions qu'il a entendues et qu'il a appréciées. Oui. Il y en a une que j'ai entendue, que je n'ai pas appréciée, mais que j'ai retenue. Celle de Maître Gilbert Collard. Le Rassemblement Bleu Marine. Pas le Front National, attention, il se défend. Le Rassemblement Bleu Marine. Comme les compagnons du Parti communiste. On lui demande. Michel n'est pas là, alors ne profite pas. Pardon. Là où le journaliste lui demande s'il compte accueillir Nadine Morano dans ses rangs. Puisqu'elle a des propos que même le Front National actuel ne tient plus. C'est pas la peine qu'il le tienne, puisque les Républicains s'en chargent. Je dis que ce ferait exclure. Et lui, il dit non, pas question. On ne veut pas de Mme Morano chez nous.
Autrement dit, qu'elle reste chez les Républicains, sous-entendu, c'est eux qui disent maintenant un peu les thèmes que nous développions avant, ce qui nous permet à nous d'apparaître comme, si je peux dire, blanc comme neige. Blanc comme neige, oui. Blanc comme neige. Donc, d'entrer dans le jeu politique davantage. La normalisation. Dans la normalisation. On ne dira plus dans le langage de parler blanc comme neige, mais blanc comme Morano. Extrêmement blanc. Pas mal. Extrême blanc, quoi. Pas mal. Eddie, tu n'as rien dit sur ça. Ça n'a pas l'air de te passionner. Non, moi. Il faut dire quelque chose d'original, là. Non, moi je pense qu'on devrait donner une raclée à Morano, quoi. C'est Oh. tout. C'est tout. Que Morano, un jour, se fasse exploser la tête, quoi. Parce que les conséquences sont terribles, quoi, pour les gens. Parce que elle, on va l'exclure. On va l'exclure, on va la bannir de la politique. Et puis il y a des gens qui sont invisibles, qui sont dans la rue, qui ont entendu ça et qui disent « Ouais, tu as vu ? Au moins, Tu as vu, elle a le courage de dire ce que je te dis depuis longtemps. » Voilà. Mais, Or, ça, c'est une catastrophe. Eddie, oui. Bon, mais attends, toi, je vais te poser une question. Est-ce qu'au-delà de... Elle est quand même pas totalement cinglée, elle n'a quand même pas brûlé des fusibles. Est-ce qu'au-delà de ce côté caricatural et des âneries qu'elle sort, est-ce qu'il n'y a pas un plan politique? Parce qu'elle ira quand même au primaire. Enfin, est-ce qu'elle n'a pas, dans son délire, est-ce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle va, autour d'elle, synthétiser, réunir? C'est le Xème épisode depuis le début de l'année. il y en aura d'autres. L'animatrice du grand, on est ici, on est là pour parler de la presse. Du grand journal. Du grand journal a tenu des propos extraordinaires. Du même genre. Pour essayer de faire le buzz. On ne lui a rien fait. Enfin, moi, c'est pas très compliqué. Je suis dans un pays où il y a des lois. Ok ? Ce type de propos est passible d'amende et de prison. Oui, mais c'est... Ok ? Donc, si les types qui dénoncent avaient des couilles... Eddie Cayol s'est fait condamner pour incitation à la haine raciale pour avoir dit que les profs étaient blancs et puis qu'ils sentaient la sueur. Hein. Oui. Alors qu'ils étaient mais pour que quelqu'un soit condamné, il faut que quelqu'un porte plainte. Ouais. Qui a porté plainte contre Nadine Morano? Quel socialiste a porté plainte? Aucun élu. Aucun élu. Donc, mais les associations vont le faire. J'espère qu'elles vont le faire. Parce qu'en réalité, c'est chaque fois que quelqu'un se verra condamné financièrement ou fera de la tôle que les gens vont commencer à dire qu'ils peuvent avoir des idées, ils peuvent être racistes, ils ont le droit d'être racistes. Par contre, ils n'ont pas le droit de venir en télé et de dire des choses comme ça. Ça, c'est de l'impunité totale, ok ? Et il faut que la chaîne sur laquelle elle a proféré ces inepties soit également condamnée. Parce qu'aucun rédacteur en chef... Parce qu'elle a répété. Mais non, mais ils lui ont donné un écho formidable. Le jour où la chaîne ou le journal sera condamné également, eh ben, c'est terminé. C'est-à-dire que les types, ils ne vont plus venir à la télé de manière libre et presque impunie. Non, pas impunie, presque conquérante. Parce que forme pas personne, quoi. Et puis qu'à répéter ça le lendemain. Tandis que, ou qu'à Tchébé, ou qu'à foutre la jolle pendant 3 mois, alors là, moi, je peux dire qu'il y a un certain nombre de monde qui a dit, bon, et nous a dit ça là, mais on finit avec ça. Nadia. Moi, par rapport, j'ai pas suivi les réactions. Hein. C'est plutôt comment est-ce qu'une émission qui est aussi populaire en termes d'audience, qui est vraiment bien inscrite dans le paysage audiovisuel français, même si c'est une émission de seconde partie de soirée. C'est microcosmique, hein. C'est microcosmique, c'est populaire soi-disant, mais il y a 1,5 million de gens qui regardent ça régulièrement, alors, donc personne en fait. Mais n'empêche que c'est une émission dont on parle toujours après. Les passages à On n'est pas couché, l'émission de Ruquier, elle est entre guillemets célèbre sur ça, elle fonctionne aussi sur ça. Et c'est quand même sur le service public, hein, c'est bien France 2. Ben, c'est ce que je disais. Donc je n'arrive pas à croire que déjà que ça soit un dérapage de sa part. Et le fait qu'elle l'ait répété et le fait que les animateurs l'aient entre guillemets incité à vraiment répéter, dire à mettre des couches. ce qu'elle disait, c'était est-ce que quelqu'un a eu l'idée de
concrètement de ce qui se passait, de la gravité en fait de ces propos, ou si ça n'a pas été juste lu comme un effet de buzz, histoire de faire parler de l'émission. Et la suite, pour le coup, donne plutôt raison à cette tendance-là, parce que tout le monde en parle, tout le monde a pris des réactions, a réagi aux propos. C'est pour ça que j'ai demandé à Heidi quel est le plan derrière tout ça, parce qu'elle est quand même, à moins qu'elle ait perdu les... Il y a un double plan. Il y a le plan de celui qui sait qu'il va dans cette émission et que pour lui c'est une tribune pour balancer les propos les plus extrémistes possibles, parce que c'est pas la première fois, ok. Mais il y a aussi un plan du média lui-même qui, prétextant du fait qu'il est en deuxième partie de soirée, donc qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent, laisse la porte ouverte à des invités qui sont des extrémistes. Et Ruquier est un coutumier du fait de pousser avec ces deux zouaves-là, ces deux chroniqueurs. Pour faire de l'audimat. Non, mais au-delà du faire de l'audimat, non. Ils n'ont pas besoin de l'audimat, puisqu'ils sont payés par nos impôts. C'est ça la réalité. Ils sont payés par nos impôts parce que c'est une émission produite. C'est-à-dire que les types, ils font leur émission et ils vendent l'émission au public. C'est un scandale, ce truc-là. C'est un scandale. D'ailleurs, le patron de France Télévisions devrait dire, la prochaine fois qu'il y a des propos antisémites, anti-blanc, anti-machin, je vais faire mes émissions. Là, je vais dire qu'il y a réagi. Je vais faire mes émissions. Parce que le scandale en France, et le grand scandale en France, c'est que on s'émeut toujours après. Mais il y a des boucs qui jappent un coup de couteau. Absolument. Parce qu'il y a blanc ou bien parce qu'il y a nègre. Absolument. En tous les cas, messieurs, c'est le... Non, attends. Je le suis parce que j'ai l'impression que là, ça tourne un peu au procès de France 2. L'émission s'est passée en direct. 1. 2, on l'interroge sur la problématique des migrants et sur les propos antérieurs sur les migrants et musulmans. Et là-dessus, elle précise ce qu'est la France, pays de tradition judéo-chrétienne, de race blanche, comme disait le général de Gaulle, etc. Et là, la chroniqueuse Léa Salamé lui fait remarquer, mais les Antillais, faites quoi? On a dit ça. Eux, ils sont pas comme ça. Et Ruquier, à son moment, il dit, mais attendez, madame, là, vous parlez de race blanche? Non, on ne partage pas. Qu'est-ce que vous appelez blanc? Et elle lui répond, vous et moi. Mais Ruquier lui fait remarquer que là, on ne peut pas partager la même idée, on n'est plus tous une histoire. On est sur le phénomène du direct. Madame Morano est dans une campagne politique, 1, régionale, 2, le dossier chaud sur lequel se battent la plupart des candidats et des têtes d'affiche politiques, c'est la question des migrants, de la migration, des réfugiés venant de Syrie. Et tu 3, revenir là, tu lui donnes raison, non? Non, j'explique. J'ai expliqué si tu donnes raison? Non, j'explique. Explique, mais je ne sais pas ce que tu expliques. Non, j'explique. J'explique le contexte. 3, elle est candidate aux primaires chez les Républicains. Oui, on a vu tout ça. Mais est-ce que ça justifie cette démagogie? Je ne justifie pas, ça explique. Ceci étant, je crois que le fait de l'avoir dit, ça a mis un débat, ça a provoqué des réactions. La réaction qui peut être la plus intéressante à analyser, c'est pas celle de Barrette, c'est pas celle des autres, c'est le temps qu'a pris Nicolas Sarkozy pour réagir. 3 jours. C'est vrai. Le lendemain, tout le monde a condamné. Les condamnations commençaient à tomber. Nicolas Sarkozy a réagi quand? Avant-hier. 3 jours. Pourquoi? Parce que Morano a remis une couche sur Europe 1 le matin, a squeezé l'interview que lui avait accordée aux Échos. Où il parlait économie. Il parlait économie. Ouais. Là, il a eu un coup de sang, un coup d'orgueil. Encore cette conne qui vient me squeezer. Donc il a sanctionné. Il a sanctionné parce que ça commence à bouger à l'intérieur. Mais ce que je note, c'est que automatiquement, sur le plan politique, les Républicains vont faire une petite salamalek là-dessus, on va tourner. Mais la vraie question de fond demeure. Comment se positionner par rapport à la thèse du Front National aujourd'hui répandue dans la bouche de quelques élus républicains? Comment se positionner par rapport au national? Comment se positionner sur la conception de la France et de la République? Comment se positionner par rapport à la question de l'acceptation de migrants et de la religion des autres? Et ça, c'est la question de fond qui, depuis l'arrivée sur le Front National, sur la scène politique, demeure et écartée et écoutée, mais qui reste la question de fond. Très bien, M. Maréchal. Moi, je crois que on peut pas écarter. Tu as dit on dérive sur une remise en cause de France 2. Moi, j'aimerais citer un certain nombre de choses. Je disais que ce n'est pas la première fois que ce type de dérapage arrive sur cette émission, notamment... Et cette émission, notamment quand la bande de Zemmour y officiait. Mais même quand Zemmour a été invité. Dérapage classique.
Mais j'aimerais vous citer quelque chose. Nagui passe dans cette émission. Nagui est d'origine égyptienne. On lui demande s'il a eu à souffrir. Il dit, mais notamment sur cette chaîne, il dit, lorsque vous avez une chaîne de télévision qui commande une étude pour savoir, ouvrez les guillemets, est-ce que ça là vous dérange qu'un arabe présente une émission à 19h sur notre chaîne? C'est France 2 qui commande l'étude. Okay, et là, alors il cite pas la chaîne, mais vous connaissez les mecs qui sont en face, il finit par avouer que c'est France 2. Bon, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Ce que je dis est très simple, les gens qui sont invités sont responsables de leurs propos et doivent être poursuivis. Mais la chaîne aussi. Mais la chaîne qui fait de cette émission le réceptacle régulier de dérapages verbaux, parce que c'est pas la première fois, doit aussi être condamné. Tu sais pourquoi je suis d'accord avec ce que tu dis? Parce que si ici, j'ai eu l'occasion de vaguement dire un mot sur une affaire dont j'avais à connaître dans le cadre de mon autre activité, c'est la professionnelle. J'ai vu la levée de bouclier qui n'a rien donné d'ailleurs, hein, CSA, chaîne bâtonnier, etc. Je pense que s'il y avait cette activité, mais c'était très bien d'ailleurs, parce que ça m'a contraint moi aussi à me dire, tiens, il y a une sensibilité ici des gens par rapport à un avocat qui est aussi homme de presse. Donc j'ai tenu compte de ça, hein. Je ne suis pas un imbécile. Hein. Je n'ai pas dit, non, je veux continuer plus fort, encore plus raide. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas pris cette réaction têtue et obtuse. Chaque fois que j'aurai une affaire au tribunal, je vais venir ici défendre mon client. Au contraire, j'ai décidé d'adopter, parce que le milieu est petit, parce que le milieu est sensible, d'adopter une certaine la course au buzz. La course au buzz. Et parce que ça me ferait du buzz à chaque fois, et puis ça me ferait aussi du buzz personnel. Ouais. Donc, je pense qu'il faut... il y a la course au buzz, mais à côté de ça, il y a aussi la sacro-sainte liberté d'expression. Voilà. Je suis pas... La sacro-sainte liberté d'expression. Mais je suis d'accord. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Ok. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, je défends, bien évidemment. Mais tu ne fais pas de ton émission le piège à con, quoi. Au bout d'un moment, il y a une espèce de... Mais attends, au bout d'un moment... Mais non. Ça pourrait s'appeler comme ça. Ça pourrait s'appeler comme ça. Le but de l'émission, c'est d'avoir un buzz tous les samedis. Et les gens ont besoin de ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Et moi, je dis... On n'est pas d'accord, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Utiliser de l'argent public, frère, tu prends ton argent privé, tu fais ce que tu veux. Mais utiliser de l'argent public pour donner une tribune à des racistes, ce n'est pas envisageable, c'est même pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Liberté d'expression, attends, il y a plein de chaînes. Le type, il a le droit de s'exprimer partout. Tu sais qu'il va dire qu'il est raciste. Tu l'invites et tu lui dis, est-ce que vous êtes raciste? C'est une plaisanterie, Et puis, il ne faut pas oublier que la même Morano avait été l'objet... Mais elle a déjà fait pire que ça. Comment ça s'appelle cette pratique? Nadia, écoutez-moi. Cette pratique d'un humoriste. D'un humoriste qui s'appelle Dahan, je crois, qui avait déjà piégé, ou elle avait eu des propos extrêmement graves, très frontistes, tu vois. C'était récidiviste. Ouais. En tous les cas, pour devenir un peu plus... Non, mais attendez, on sait très bien qui va s'exprimer, c'est qu'ils vont dire. Oui, Morano, ceci étant, pour bien comprendre qu'est-ce qu'elle faisait sur ce plateau-là, c'est que comme Bedos, 8 jours avant, avait encore remis une couche sur elle, la traitant du con, et que je l'invite, comme ça va répondre à Bedos. Et ça va me faire encore une vitrine. Mais le tribunal, en relaxant Bedos, a fait bien raison. Voilà. Monsieur, ces derniers jours, la France s'est remise à expulser des Soudanais vers Khartoum, où ils risquent leur vie, un zèle qui ne tient pas compte des décisions de justice et des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je conclus, il y a eu certainement beaucoup de Français qui ont été à l'époque collaborateurs. Ça, tu as voulu leur donner une petite couche. Vous avez un commentaire à faire sur ça? Non, c'est une pratique politique. On est pays de glace blanche. Voilà. On va regarder ça comme si on est comme fil conducteur. Et nous sommes nous ici dans un pays de droit français. À l'époque, je trouve que Marine Le Pen a beaucoup de talent. Ouais. Et nous avons beaucoup de points communs. C'est ce qu'elle a répondu à l'humoriste. Voilà. La France décrète l'extension de son domaine maritime. Bravo la France. La France étant près de 500 000 km², son domaine maritime, au large des territoires d'outre-mer. Vous savez comment ça se passe? Normalement, les territoires vont jusqu'à 300 et quelques kilomètres. 360. Et si tu arrives à prouver que ton plateau continental dépasse ça, ben,
à moins la bonne soupe, tu t'étends au-delà. Alors, il y a une procédure, il y a effectivement des traités internationaux, tout ça sous le parrainage de l'ONU. Et en tous les cas, tu prends d'abord tes décrets, tu donnes tes éléments scientifiques et techniques à ce comité de l'ONU, et tu te fais décréter que ta zone s'étend et que tu doubles quasiment ta surface continentale et maritime grâce au territoire d'outre-mer. C'est une convention de l'ONU sur le droit de la mer de 1982 qui prévoit la zone exclusive d'un pays, et là tu es chez toi, à 370 km, ou sinon tu l'étends, comme je vous l'ai dit, par la procédure dont j'ai parlé. Sinon au-delà, c'est les eaux internationales, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Alors ce sont des études géologiques, comme je vous l'ai dit ici, et qui c'est qui va donner cette bonne soupe, ou cette bonne terre à la France? Eh bien, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. Donc, je voulais plus que, voilà. Et j'ai un petit sentiment de fierté. J'ai gardé. Avec le budget, le fameux budget. Avec le fameux budget, avec Terre de Blanc. Avec le Terre de Blanc. Nous, les Noirs, nous, les petits Noirs, nous permettrons, par notre conciergerie. Territoire outre-mer. Oui, d'un pays de Blanc, permettons quand même à la surface de la France. 500 000 km². Oui, elle a 751 700 km² et elle a doublé avec ça. Alors, ça n'a rien de nouveau. Parce que, grâce aux Outre-mer, la France a déjà un territoire maritime gigantesque. C'est la deuxième plus grande surface maritime du monde après les États-Unis. Là, elle va devenir quasiment côte presque avec la. Toujours. Elle se rapproche. Mais, c'est un peu. J'y pensais en venant. Ça me rappelle les bagarres, on peut dire, autour du patrimoine. Parce que ça, c'est un patrimoine. Ah, c'est considérable. C'est considérable. Les richesses. Voilà, exactement. Ils n'ont pas encore commencé à évaluer et mais c'est justement là, c'est là que je veux revenir. Ouais. Le patrimoine est-il fait pour rester dans des malles et des tiroirs, ou le patrimoine doit-il se mesurer à l'aune des développements qu'on peut y faire ou en attendre? Deuxième hypothèse. Mais forcément. Bon, donc, que la France étende ses zones exclusives, etc. C'est très bien. Pourquoi faire? ZEE, zone économique exclusive. Pourquoi faire? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le fait qu'elle soit aussi gigantesque que les États-Unis. C'est là que Mme Morano va venir nous voir en nous disant, bon les mecs, on a trouvé du pétrole et du gaz. Personne ne va accueillir Morano à l'aéroport, c'est tard. Alors là, m'a dit, oh ben. Il va faire des affaires avec elle. M'a dit, pétrole là, les pas du pétrole. Mon blanc. Et puis, l'ennemi pétrole, mon nègre. Eh bien, mon nègre en toute monnaie. En toute monnaie. Et puis, tout côté. Et c'est là que je dis, mais il dit, tu as raison. On prend le pétrole, il dit. L'or noir. C'est l'or noir. J'avais prévu un sujet pour pouvoir chauffer un peu notre ami Michel. Bon, on va le reprendre. Il n'est pas là, mais on va quand même. Le chauffer, hein. On peut le chauffer. On peut le chauffer. Alors, ma question. On chauffe le gamin, on va pas. Mais j'ai. En gros, tu vas. On m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça. Je vais te laisser en parler. Tiens, tu passes un sujet comme ça de façon. Je sais oui. Ce que femme veut, ce que femme veut. J'ai quelque chose à dire sur Tropique. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. C'est la page culture de l'émission. Mais vous verrez comme je suis tolérant. Vas-y, Nadia. Pas du tout. Donc, Tropicatrium. On a beaucoup parlé à l'époque On a d'abord connu le CMAC. Ensuite, on a eu un superbe équipement, il y a une petite dizaine d'années de ça, un superbe équipement qui était donc financé par le Conseil général, qui a donc également créé une régie culturelle qui s'appelait aussi l'Atrium. Et tout de suite, tu peux dire aux gens que quand tu dis que ça a été financé par le Conseil général, que c'est notre argent. Tu peux le dire, ça? Allons essayer de le dire. Allons essayer de le dire systématiquement. Non, tu n'as pas fini les portes ouvertes, là? Allez, non, porte ouverte. Ah ouais, c'est la géo qui a financé ça? Continuez. Tu diras ça après quand je te passerai la parole. Allez, on s'est retrouvé donc avec deux structures et on a beaucoup parlé justement de fusion. Mais là, cette fusion, ça a été vraiment plus que laborieux. Et aujourd'hui, non seulement la fusion est faite, depuis l'année dernière, on avait un nom barbare qui s'appelait EPCC Atrium. Donc on avait gardé le nom Atrium et EPCC, en fait, c'était la forme juridique. Et aujourd'hui, ça y est, maintenant, la structure a un nom et développe son programme, un vrai programme, une vraie saison, donc qui commence dès maintenant, donc octobre 2015,
pour se terminer en juin 2016. Et ma foi, on peut dire que c'est une programmation ambitieuse, avec toujours les grands rendez-vous. Hein. Là, on ne sera pas dépaysé, le Martinique Jazz Festival, la Biennale de danse contemporaine cette année, une saison très très riche en termes de théâtre. Pourquoi je parle de théâtre? Parce que également la structure Tropicatrium a obtenu, on ne va pas dire récupérer puisque la structure est nouvelle, son label scène nationale. C'est important en termes de création, mais c'est aussi important parce que c'est un réseau qui permet de distribuer. Pour la création, oui, il y a des financements EDI. Des financements État. Des financements, oui, État, oui, parce que donc c'est à nouveau nos impôts. Scène nationale, c'est le ministère de la Culture. Ah, mais il est contre la culture. Il est contre la culture. Il y a un problème délicat. Comme vous avez posé la question, pourquoi Tropicatrium? Voilà. Le nom, il peut prêter effectivement à. C'est quand même un gros clin d'œil et c'est vraiment un double hommage. C'est, paraît-il, Aimé Césaire, lorsqu'il a visité le chantier, qu'il a vu le bâtiment, on ne savait pas comment on allait l'appeler. Il est entré, il a dit quel bel atrium, le nom est resté. Et aujourd'hui, Tropique Atrium. Tropique, pourquoi? C'est en référence à la revue qui n'existe plus, mais qui avait été créé par les... Aimé Césaire, Suzanne Roussy, René Ménil et quelques autres. Je peux être méchant avec toi? Oui. Bah, tu es sûr que tu auras les meilleures places réservées aux journalistes? C'était déjà le cas. Oh, pardon. Messieurs, France Antilles, Guadeloupe, parce que ça fait 2 fois que je mets ce sujet, vous vous rendez compte, et j'attendais ça présent. Le 30 avril dernier, la société éditrice, oui, celle de là-bas, parce que je suppose qu'elles sont séparées, puisque ça a été fait d'abord ici, puis ensuite là-bas, a été placée en redressement judiciaire. Un administrateur a présenté en juillet un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 49 postes. Mouvement de grève, discussion, question à poser à un responsable syndical, qui est Gabriel Gagnon, et journaliste par ailleurs et appartenant au groupe Persan, qui n'existe plus, mais enfin, dont qui a quand même des, je ne vais pas des lambeaux, mais enfin, il reste le nom, l'héritage. Le bâti a été sérieusement rétréci. Alors, les questions sont simples. Qu'en est-il des négociations pour baisser le nombre de licenciés? Est-ce que ça va marcher? Il y a deux. Enfin, toi, tu es avocat, tu connais. Quand on passe en situation de redressement judiciaire, dépôt de bilan, il y a 2 procédures. Où il y a une négociation qui s'instaure avant la finalisation du document, du plan de sauvegarde de l'emploi, du plan social, où il y a une présentation unilatérale. Ça peut discuter autour, mais le document est figé. Avec un petit mouvement de grève, pourquoi? Un petit mouvement de grève. En réalité, le PSE Guadeloupe est sur la procédure unilatérale, c'est-à-dire qu'il est fait, il est fixé. Il peut avoir... les Guadeloupe, ils ont fait un mouvement de grève, donc il n'a pas duré trop longtemps, parce qu'en réalité, l'administrateur qui est le même qu'on avait eu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région, et en fait, ça peut discuter sur des marges en termes de postes, parce que la vraie question que les syndicats, en fait, n'ont pas, je pense, c'est surtout les GTG, n'a pas voulu voir dès le départ. C'est que la vraie question, c'est pas suppression de postes. La vraie question, c'est le plan de départ volontaire. Comment inciter le patron, le propriétaire, la direction à supporter et aider à supporter le plan de départ volontaire. Le plan de départ volontaire, c'est pas quelque chose de simple. Ça peut être douloureux, on l'a vécu, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui ont pris mal. Mais il y en a qui ont été aussi, il y a des conventions collectives pour ça, je parle pour ma catégorie professionnelle et journaliste. Beaucoup de mes confrères qui sont partis, ceux qui sont partis en plan de départ volontaire, et bien, quand ils ont vu l'enveloppe, ils ont été déchirés parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout imaginé qu'il y avait une implication stricte, de la convention collective qui est hyper protectrice là-dessus, et 2, comme tenu que dans le plan de départ volontaire, il y avait une enveloppe qui était calculée en fonction des anciennetés, et que bon, ils ont eu beaucoup plus qu'ils avaient imaginé. La vraie négociation porte là-dessus. Et quand on est, je crois que d'une manière générale d'une entreprise, quand vous commencez à rentrer là-dessus, il faut savoir négocier l'enveloppe de départ. Départ volontaire, ça vous donne une enveloppe, ça vous donne des droits derrière. D'accord ? Okay. Quand on négocie, ne pas supprimer les postes. Il faut, nous à Fort-de-France, on est arrivé en fait à faire mettre le droit très sensiblement à la direction sur des postes qu'ils avaient prévu de supprimer qui ont été posés problème à l'organisation de l'entreprise. Qui était nécessaire. Voilà. Ok, donc c'est en train de se faire. Deuxième question, plus globale. Pourquoi l'Empire R100 s'est-il ainsi effondré? Délité, oui.
Je ne suis pas à direction Mais non, mais, générale, je ne suis pas à l'administration. quelle image vous avez de l'intérieur? En deux phrases. Hein. Attends, il y a quand même eu 2 épisodes, je crois historiquement, on va dire, dans l'Empire. Un, il y a eu la montée en puissance, les France Antilles, et puis le Figaro, et puis le Progrès, et puis l'Union, etc., etc. Et puis, Philippe Hersan, qui était le président, a passé la main à quelqu'un d'autre pour gérer le groupe. Et c'est là qu'il y a eu l'achat de Nice Matin, la Provence, etc. Donc des mauvais choix d'investissement. Pas forcément des mauvais choix. Simplement, c'est que quand on rentre dedans, il faut avoir les rênes solides derrière. Il y a eu peut-être trop d'investissements à un moment et pas assez d'investissements il fallait. Des choix osés. Est-ce qu'à peu près à la même époque, le modèle économique presse, publicité, le papier, est-ce que ça ne s'est pas un peu effondré? Ça commençait, mais c'était prévisible. Il y a eu des investissements de fait. Nécessaires, il y a des investissements qui n'ont pas été faits. Quand tu vas à la Guadeloupe pour la Martinique, vous avez un portefeuille de publicité énorme. On avait. Ah bon? On avait le portefeuille publicitaire Martinique-Guadeloupe cassé la figure. Et puis les ventes aussi ont diminué considérablement, 40%. Ce qui supporte une édition papier ici comme à Royer, c'est l'enveloppe, c'est la publicité. C'est la publicité. À partir du moment où le marché publicitaire descend, vous avez des difficultés. Les difficultés de la presse écrite aujourd'hui, c'est certes les baisses de vente, mais c'est le fait que le marché publicitaire ne supporte plus les charges. Question méchante. Vous n'avez pas le sentiment que vous avez empêché à la presse locale d'exister? Elle a existé. Parce qu'il y La question est pour question méchante d'abord, et pour ça. Non, mais il y a des journaux qui ont fermé, qui ont tenté, le quotidien, etc. Quotidien? Ça clignote là pour me dire que c'est fini, mais la tentative de Roland Larouchet, etc. Bon, Gérard, historiquement, posons-nous la question. Il y a eu combien de journaux quotidiens à la Martinique historiquement? Je remonte dans l'histoire de la presse martiniquaise. 0. Ah non, mais quand j'étais jeune, il y avait 2-3 journaux. Non, tu as des journaux qui paraissaient. Oui, ils étaient hebdo. Ils étaient hebdo. France Antilles, premier quotidien. L'information, Cela veut dire qu'il faut avoir une machinerie derrière pour que ça tienne. Et France Antilles, je rappelle qu'à l'apparition de France Antilles, c'était pas tous les jours. Oui, c'était 3 fois par semaine. J'y étais. Mais seul moi, quotidien je par ne peux pas te laisser dire est-ce que vous avez empêché. Quel que soit l'entrepreneur qui serait venu avec un quotidien sur un marché de 400 000 habitants, il aurait fait faillite. Ouais. Okay? Il y a les îles anglaises, il y a 2-3. Mais ce n'est pas vrai. Sur quel coup? Ce ne sont pas des Mais non, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de journalistes, c'est des pigistes. En fait, tout ça, c'est. La plupart des quotidiens appartiennent à des industriels qui se font plaisir en payant The Nation ou The Observer, etc. The Gleaner en Jamaïque. Tout ça, c'est. Qui copient leurs éditos. Mais oui. C'est plus si tu as un quotidien, tu as 3 parutions. Excuse-moi, mais j'ai croisé 2 confrères. Moi, je m'en dis, mais qui m'ignote qu'à manger. Ouais, il n'y a pas qu'à manger. Ouais. Donc, alors ne prenons pas ces exemples pour c'est pas des exemples. Donc tu as répondu, je posais des questions, tu réponds. Je te réponds. Par contre, le modèle économique, de toute façon, c'est fini, c'est terminé. Le quotidien papier. Et tout est en musique quand même. Sur ce format-là est fortement menacé de toute façon. Mais moi, je suis prêt à parier qu'il y a autre chose à faire en matière de presse écrite. En tous les cas, on va en reparler pour les prochaines émissions. Je crois que le programme a été riche, complet. Vous avez eu le plaisir de revoir M. Compère, de revoir le Mais n'oubliez pas que représentant. c'est sur les pages blanches que nous mettons du noir. Et nous faisons une chute si on peut, parce que si vous laissez faire la chute, vous finirez l'émission. Voilà. Au revoir madame, mademoiselle et messieurs. Bonsoir.